Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les atrocités commises par le groupe armé dans les régions de Tillabéri et Tawa ont connu une hausse en 2020 selon l'ONG Human Rights Watch dans un rapport. L'ONG a condamné ces atrocités contre les civils et demande aux autorités nigériennes de prendre des dispositions pour protéger les villages vulnérables. Le résumé de ce rapport avec Hassan Saleh Mustafa. Plus de 420 personnes, toutes des civils, ont été tuées au Niger, notamment dans l'ouest du pays, dans les régions de Tillabéri et Tawa, et des dizaines de milliers de personnes déplacées depuis janvier 2021. C'est l'ONG internationale Human Rights Watch qui le dit dans un rapport publié cette semaine, dans lequel l'ONG parle de hausse des atrocités commises par le groupe terroriste armé. Ce groupe terroriste devrait cesser tous les abus contre les civils et les autorités nigériennes devraient intensifier leurs efforts pour protéger les villages vulnérables, indique l'ONG. Ainsi, du 23 juin au 4 juillet 2021, Human Rights Watch a séjourné au Niger et s'est entretenu avec 44 témoins d'exaction et 16 autres personnes, dont les chefs communautaires, les autorités locales, des responsables sécuritaires, des membres d'organisations nigériennes de défense des droits humains ainsi que les diplomates étrangers. L'ONG Human Rights Watch s'est basée sur 9 attaques qui ont eu lieu entre janvier et juillet 2021 dans des villes, villages et hameaux des régions de Tillabéri et Tawa, précisément dans les localités de la zone dite de 3 frontières qui depuis 2019 connaît une hausse spectaculaire des attaques contre des cibles militaires et de plus en plus contre des civils par des individus armés. Ces assaillants ont également détruit des écoles et des églises et ont imposé des restrictions s'appuyant sur leur interprétation de l'islam. Précise Human Rights Watch qui demande aux autorités nigériennes de prendre toutes les mesures urgentes pour mettre fin à la recrudescence des meurtres des civils. À cet effet, ces autorités devraient établir des réseaux d'alerte rapide, réduire les délais de réponse de l'armée aux villageois menacés et créer des comités formés des civils, des forces de sécurité et d'organisations de la société civile pour identifier et répondre aux besoins urgents de protection, note Human Rights Watch dans son rapport. Ce rapport de Human Rights Watch a suscité la réaction du président du collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, Kani Abdoulaye, que je vous propose de suivre dans cet extrait. Ce rapport de Human Rights Watch vient confirmer tout ce que la Commission en son temps avait dit dans son rapport, c'est-à-dire les tueries des civils, surtout les tueries des civils. Et vous savez que dans des situations comme ça, des fois, il n'y a pas de discernement. Quand il y a une attaque, souvent, il n'y a pas de discernement. Et le problème, c'est que dans la région, les terroristes actuellement ne s'attaquent même plus aux militaires, s'attaquent directement aux populations civiles. Je pense que c'est ce qui fait qu'effectivement, qu'on retrouve dans ce rapport énormément de civils tués. Si nous avons un appel, c'est l'appel que nous avons toujours fait, l'appel que nous continuons de faire, c'est surtout à l'État du Niger de continuer d'assurer la sécurité des paisibles citoyens. Et en rapport avec les autres pays qui sont aussi confrontés à la même situation, de créer les conditions pour que les frontières soient surveillées, afin que lorsque on frappe dans un pays, que ceux qui viennent commettre ce forfait ne puissent pas se retrouver sur un autre territoire ou vice-versa. Donc je pense que c'est aussi de créer ces conditions pour assurer la sécurité, non seulement des frontières, parce qu'aujourd'hui nos frontières sont trop poreuses, d'assurer la sécurité de nos frontières afin d'assurer la sécurité de nos paisibles citoyens, qu'on retrouve souvent dans des champs même pour assassiner. Je pense qu'on doit mettre fin à cette situation. Le Niger est parti effectivement aux conventions de Genève. Et effectivement, comme tu l'as dit, les conventions de Genève sont très claires. Un belligérant, même quand un belligérant a une arme en main et qu'il jette l'arme et qu'il prend les mains pour se mettre, il a droit effectivement
à la protection, à être constitués comme prisonniers de guerre. Et les prisonniers ont effectivement aussi des droits. Et si, effectivement, des cas ont été constatés, c'est effectivement une violation des conventions de Genève. C'est pourquoi souvent nous appelons d'ailleurs nos forces de défense et de sécurité au respect du droit international humanitaire. Parce qu'en période de conflit, effectivement, c'est ce droit qui est appliqué et qui est ici effectivement des conventions de Genève. Commémoration ce jour du 72e anniversaire de la Convention de Genève du 12 août 1949. À cette occasion, le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme a organisé une conférence de presse au siège de la CNDH. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Cadre juridique de la protection et de l'assistance aux personnes déplacées internes et la protection des personnes déplacées internes en période de conflits armés, situation du Niger, tels sont les thèmes développés au cours de cette conférence à l'occasion de la commémoration du 112e anniversaire de Convention de Genève, une activité initiée par le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect des droits internationaux humanitaires et des droits de l'homme, les APRES. Depuis 1949, nous avons assisté à l'adoption de ces conventions. Il y a 4 conventions. Une qui réglemente les hostilités sur terre, l'autre sur mer, une protège les prisonniers de guerre et la 4e protège les populations civiles. Donc quand on parle des personnes déplacées internes, on parle des populations civiles. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, notre pays fait face à des attaques des groupes armés non étatiques. Et ces attaques engendrent le déplacement des populations. Donc c'est naturel pour le Razapresse DIHDH qui a pour mandat la promotion et la diffusion justement des règles du droit international humanitaire, règles qui protègent les personnes civiles, notamment les personnes déplacées internes, d'organiser une journée d'échange, une journée de commémoration autour de ces thématiques afin, d'une part, non seulement de vulgariser les règles du droit international humanitaire, mais aussi de parler de la protection qu'accordent ces textes-là aux personnes déplacées internes. Les participants à cette activité se disent édifiés. Nous avons eu droit à des exposés qui nous ont été livrés par des éminents conférenciers qui ont été identifiés pour animer ces thématiques-là. C'est des thématiques d'actualité, étant entendu qu'il s'agit de parler de la situation des déplacés internes. Il s'agit d'expliquer, de faire une sorte d'état des lieux de la situation des déplacés internes au Niger. Et donc la situation, elle est viable, on vit ça, ça relève du contexte actuel dans lequel nous vivons. Et c'est cela qui explique toute l'importance de cette activité. Si le droit de l'homme est bafoué, ça veut dire que rien ne marche. Et toute personne est utile pour le développement du monde entier, même pas de notre pays, mais du monde entier. Et donc vraiment c'est un travail, c'est un effort qu'ils sont en train de faire. Et ils sont en train de le faire convenablement parce qu'ils n'ont pas de parti. S'il y a un problème qui est là aujourd'hui, ils prennent ces problèmes au sérieux et jusqu'au bout pour apporter l'amélioration et ce qu'il faut. La question des personnes déplacées mérite d'être insérée dans cette convention de Genève qui prône le droit humanitaire. Suivons à présent l'acteur de la société civile Moustapha Kadi, toujours dans le cadre de la commémoration des conventions de Genève. On l'écoute. Ce 12 août 2021, nous célébrons le 72e anniversaire des conventions de Genève. Il vous souviendra, en 1945 et avant, les Européens étaient en guerre. Ce qu'on a qualifié de guerre mondiale. Il y avait eu une première, ensuite une deuxième. Et à l'occasion de ces guerres, les prisonniers de guerre étaient maltraités. Ils étaient même tués à bout portant. Ils étaient emprisonnés à tort. Quand je parle de prisonniers de guerre, j'englobe et les militaires, y compris les civils. Et donc, du coup, à l'époque, les Nations Unies ont fait des réflexions
pour dire que cette situation ne peut pas perdurer. Parce que rien ne vous donne raison sur la vie d'un individu. Parce que la vie est sacrée. Et donc, entre les États-nations de l'époque, parce qu'en ce moment, notre pays, le Niger, n'était pas encore né. Il y a eu des ententes et les États, finalement, ont consenti des efforts pour adopter ces 4 conventions de Genève. Le défi que nous avons aujourd'hui ne rapporte pas immédiatement sur les conventions, mais sur l'actualité. Parce que comme vous le savez, depuis qu'on nous a imposé une guerre dans ce pays, il y a des Nigériens qui sont aussi appelés déplacés, c'est-à-dire des déplacés internes. Malheureusement, ces déplacés internes n'ont aucune sécurité, aucune protection. Donc nous saisissons cette journée, bien entendu, qui protège les militaires en temps de guerre, de protéger également, c'est-à-dire qu'elles soient révisées pour prendre en compte cette fois-ci les déplacés internes. Parce que nous avons des frères, des parents, par la force des choses, quittent leur village et se retrouvent dans des situations souvent difficiles. Personne ne les accueille. Et souvent aussi, il faut le reconnaître, que malgré quelques dispositions que l'État prend, certaines personnes déplacées nous disent toujours, nous rapportent toujours qu'elles ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire que la prise en compte n'est pas effective les concernant. Et donc, pour nous, il y a lieu maintenant d'aller vers une révision de ces 4 conventions, ou bien carrément d'adopter une nouvelle convention. Parce que le phénomène des déplacés internes prend de l'ampleur. Il ne concerne pas que le Niger. Nous avons nos voisins maliens qui sont dans la même situation. Au Nigeria, les populations sont dans la même situation. Au Tchad, en Centrafrique, au Burkina, voisins. Donc, voilà une situation aujourd'hui qui interpelle les États et qui nous motive à lancer un appel pressant à ces États pour dire aux Nations Unies, ce n'est pas parce que nous sommes des Africains que vous allez observer une situation insoutenable sans rien dire. Donc, prenez en compte les préoccupations de ces personnes en adoptant une nouvelle convention. La maison du citoyen du mouvement Tournons la page à section du Niger a abrité hier dans l'après-midi la 2e édition du rendez-vous d'échange dénommé Espace civique. Détention arbitraire vécue et conséquences était le thème retenu pour cette rencontre. Le résumé avec Adam Ousmana et Chebou Guissou. Acteurs de la société civile et autres activistes se retrouvent par la présente rencontre, 2e du genre dans le cadre de l'émission intitulée Espace civique du mouvement Tournons la page Niger pour échanger autour des arrestations arbitraires. Dans son mot introductif, le modérateur de ce rendez-vous d'échange n'a pas manqué de qualifier de provocation la détention arbitraire. C'est une expérience, je pense, unique qui nous provoque à nous aujourd'hui que la démocratie se fait dans la vérité. Et ça se fait à partir de ce que nous avons vécu, ce que nous avons rêvé et ce que nous avons payé de personnes. Alors, on n'a pas besoin d'héros, on a besoin de témoins. Puis vint le moment tant attendu que constitue le partage des expériences vécues par les acteurs ayant fait l'objet de détentions arbitraires dans le cadre de leur combat. En tant qu'acteurs de la société civile, en tant que citoyens libres, que nous puissions jouir de nos droits et libertés qui sont garantis par les différents textes qui nous engagent, qui engagent notre pays et qui sont censés nous lier tous. Et justement, tous ces textes invoqués ont été examinés et les arguments que le gouvernement a tenté d'opposer n'ont pas permis au gouvernement de se défendre
Et enfin, finalement, on a eu gain de cause, on a eu raison. Et aujourd'hui, on peut s'appuyer sur cet arrêt-là pour construire l'avenir de notre manière de mener le combat, y compris le combat de terrain comme le combat juridique. Parce qu'à la fin, c'est ça le plus important et ce qui me concerne. C'est une journée à Filengue. J'avais entendu que ma maman, paix à son âme, qui est décédée cette année, était malade. J'ai demandé à l'appeler pour vraiment m'enquérir qu'elle puisse entendre ma voix. Le surveillant de la prison m'a dit qu'il va demander au régisseur. Le régisseur est venu, je suis parti lui demander. Il a dit qu'il va demander en haut. J'ai dit c'est où en haut? Il n'a pas voulu me répondre. J'ai dit ok, j'attends quelqu'un qui va quand même me dire que je n'ai pas droit d'appeler ma maman. Il est revenu, quelques heures après, il m'a dit on a dit je n'ai pas droit au téléphone pour appeler ma maman. Pendant que quand je partais en prison rendre visite aux gens, je voyais certains même avec leur téléphone portable. Je dis moi à Filengue, je n'avais pas droit au téléphone pour appeler ma maman. Monsieur le régisseur, j'aimerais bien que vous me le répétiez. Il a dit, je n'ai pas droit au téléphone. J'ai dit, je vois tous les prisonniers venir le soir, donner leurs 100 francs, 200, 500 pour appeler. Il dit oui, mais on a dit, toi, tu n'as pas droit. Notre appareil judiciaire aussi, c'est la grande muette. Parce que le plus souvent, les personnes qu'on les amène, ils ne disent pas le droit. Est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? Parce que dans un cas comme dans l'autre, ça a des conséquences en droit. S'ils sont injustement là, que ce n'est pas justifié, mais le droit dit qu'il faut réparer l'injustice commise à ces personnes du fait du fonctionnement de la justice, du fait du fonctionnement de l'appareil administratif dans son ensemble. Parce que priver quelqu'un de liberté pour un temps quelconque, c'est déjà un préjudice. La prison est quand on est un défenseur des droits humains, quand on est un politicien, quand on est un activiste, il faut compter avec la prison. Et au contraire, c'est lorsqu'on dépasse ce niveau de répulsion ou de révulsion contre la prison, on devient aguerri et plus rien ne nous fait peur. Les statistiques de l'INS démontrent qu'il y a 40% des juges sont corrompus. 40%, sinon plus. En tout cas, les chiffres que j'ai en possession, c'est 40%. Et 70% pensent qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Donc, il l'a dit, M. Diori, il y a une faiblesse de l'indépendance de la justice. Le juge me demande, est-ce que je connais le nom d'une telle personne qui a intervenu sur ma page en disant qu'elle connaît toutes les dérives du fils du président de la République et qu'il est disponible à venir témoigner devant la PJ. Donc, est-ce que je peux leur dire c'est qui et où est-ce qu'on peut le trouver? Je lui ai dit que je ne le connais pas, c'est pas mon rôle de dire qui il est. De surcroît, c'est un nom d'emprunt, c'est pas un nom d'usage. Et automatiquement, c'est le doyen des juges. Automatiquement, il me dit, comme tu ne le connais pas, tu vas aller séjourner à la prison civile. En marge de cette rencontre, le coordinateur national du mouvement Tournons la page Niger nous cite l'objectif visé. D'abord, c'est pour immortaliser cette situation d'injustice qui prévaut dans notre pays, vécue par ces personnalités qui, par rapport à leurs opinions, ont accepté d'aller en prison malgré qu'aucun fait n'est constitué pour eux. Donc, pour apprendre à la jeune génération que battre, être activiste, être indépendant a des risques. Ces risques sont là, c'est la prison. Et la prison, on a raconté effectivement ce qui se passe dans les prisons, comment les prisons sont présentées et ce que les gens ont vécu dans les prisons, les misères vécues par les détenus dans les prisons, la surpopulation au niveau des maisons d'arrêt et toute autre chose par rapport à la panne de la justice. Ainsi, c'est avec une attention particulière que l'assistance a suivi les témoignages poignants de leurs camarades, tout en saluant cette initiative de la coordination nationale TLP Niger. Changeons de registre à présent. Les différents jurys des examens du baccalauréat ont commencé à proclamer les résultats. Notre équipe a visité quelques jurys ici à Niamey. Voici le reportage. Il est signé Ibrahim Aboubakara et Halidou Bourema. Ils étaient 26 109 candidats au départ à avoir composé au baccalauréat session d'août 2021.
Plus d'une semaine après, l'heure est à présent à la proclamation des résultats dans les quelques centres de Niamey après les procédures d'usage des membres du jury. C'est ainsi que les résultats du jury 11 et 49 s'établissent comme suit. Le jury 49, c'est un jury scientifique. Donc j'ai des candidats de la série D. Ils sont au nombre de 360 et parmi les 360, il y a 119 filles et 241 garçons. Donc par rapport aux résultats, on a eu à délibérer et proclamer les résultats. Donc pour ceux qui sont admis directement au premier groupe, il y a 53. Et parmi ces 53 admis, il y a 14 filles et 39 garçons. Ceux qui doivent composer le second groupe, ils sont au nombre de 66. Et parmi les 66, il y a 20 filles et 46 garçons. Le second groupe, Inch'Allah, aura lieu à partir du samedi 14. Le pourcentage est d'à peu près 35% si on retire les absents. Le jury est composé exclusivement des candidats donc, de la série A4 avec un total de 474 candidats. Et au total, 16 candidats ont été constatés absents. Et la délibération a intervenu donc le 2 août passé. Et nous avons observé 165 candidats donc admis au total, et soit 84 candidats admis au premier groupe et 81 candidats qui vont passer le second groupe qui va intervenir le 14 août, Inch'Allah. Un total de 36,02%. Très ravi d'admettre, les candidats ne cachent pas leur satisfaction. Sincèrement, je suis très heureuse parce que c'est un travail de dur là-bas. Déjà l'année passée, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais cette année, ça a été. Je suis contente et c'est un sentiment de joie pour moi et aussi pour mes parents. Admise à l'écrit avec une mention bien. Bon, je suis très heureuse puisque j'ai rendu fiers mes parents d'un côté et moi-même. Et Inch'Allah, peut-être ça va me permettre de réussir mon avenir. Pour la pléthore des candidats cette année recalés, il est important de savoir que l'échec n'est pas une honte ni la fin du monde. C'est une étape de la vie et cette vie est ainsi faite. Soyez simplement plus courageux et résistants pour affronter l'année prochaine. Ce qui est sûr, n'abandonnez jamais, 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 au grand jamais pour atteindre l'objectif. Rendons-nous à présent au marché de Katako où notre stagiaire de l'IFTIC, Farida Moussa, a rencontré des collectionneurs de bouteilles en plastique déjà utilisées et jetées. Ces bouteilles sont ramassées par des jeunes qui les vendent à ces collectionneurs qui, à leur tour, les revendent. Reportage. Situé dans le 2e arrondissement de Niamey, le marché Katako est réputé pour sa diversité commerciale. Dans ce marché se pratique un commerce, celui des bouteilles d'eau, jus en plastique déjà utilisées. Une activité qui constitue un gagne-pain pour certains. C'est notre patron qui les achète ailleurs pour les amener ici. Et nous, on les revend. Les petites bouteilles se trouvent à 25 francs et les grosses à 25 francs. Dieu merci, on arrive à avoir quelque chose. Quant à Hajia Zainabou, elle achète les bouteilles en gros, les nettoie, puis les revend à son tour. J'achète ces bidons, puis je les nettoie bien après, je les revends aux vendeurs. La vente de bouteilles réutilisées représente une activité qui permet à plusieurs personnes de subvenir à leurs besoins. Voilà, mesdames, messieurs, ici pour fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.